Alors, vous sortez votre smartphone, vous flashez le QR code. Donc, un petit sondage pour savoir ce que vous savez du Grand Paris. Alors, ok. l'idée, c'est pas de vérifier les réponses. Ah non, hein, c'est pas une première apéro, vous n'inquiétez pas. Voilà, c'est plutôt d'avoir un ordre d'idée de ce que vous connaissez du Grand Paris. C'est une manière un peu intéressante. L'idée, vous l'aurez compris, c'est d'introduire la thématique. Juste tout le monde, je vais trop vite. On débute, hein, comme vous avez compris. Attendez, il va falloir repartir. Hop. Voilà. Allez, allez-y, reflashez. Excusez-moi, je suis allé trop vite. Hein. Que tout le monde reflash. Bon. Alors vous êtes, il y a maximum 150, je pense que vous êtes beaucoup, mais... Monsieur, oui. comment on se connecte à Internet? Pourquoi vous n'avez pas de réseau ici? Et vous n'avez pas Edurant? Ah ouais, mais vous pouvez pas vous connecter? Mais sinon, tant pis. Voilà, vous avez déjà droit au merveilleux problème de connexion parfois dans ce bâtiment. C'est pas grave, parfois. Alors j'aime bien les M2 qui commencent à dire parfois en rigolant. Ça me donne l'ambiance. Voilà. Allez, c'est la Santa qui s'enflamme. Je sais pas comment il se débrouille. 56, c'est bon. Allez, 61, non, il y en a toujours qui arrivent à se connecter. On va peut-être arrêter là, 62. Donc puis les autres regarderont les réponses de leurs camarades. Voilà. On y va? Allez, go. Alors, première question. L'EUP est-elle dans le Grand Paris? Qu'est-ce que vous répondez? On va attendre que tout le monde réponde. Donc ça dépend, oui ou non. D'accord? Vous devez voir ça apparaître sur vos smartphones. Normalement. On y va? Alors, la réponse, c'était ça dépend. Et voilà déjà, le Grand Paris c'est mal parti, d'où le débat. Que 8 réponses correctes. Ça dépend comment vous envisagez le Grand Paris, soit que ça soit la métropole du Grand Paris, soit que ça soit le réseau Grand Paris Express par exemple. Voilà, on est à l'extérieur. On est à l'extérieur de la métropole du Grand Paris. Tout ça va vous être expliqué. Alors, deuxième question, vous êtes prêts? Qui est, parce qu'il y a un temps limité en plus, hein, 30 secondes, qui est le maître d'ouvrage du Grand Paris Express? La Société des Grands Projets, la RATP ou Île-de-France Mobilité? On va voir qui c'est qui a une culture urbanistique développée. On y est prêt? Tout le monde n'a pas pu répondre, il y en a certains qui hésitaient, ça se voit. Ah, bien, c'est rassurant, bravo. La moitié, un peu plus de la... Ah non, c'est non. D'accord. Donc 55 contre, je sais pas, ça fait quoi, une trentaine? Pas mal. Et 2 tiers. Dernière question. Après, il y aura des questions qui vont vous être posées de manière orale. Si vous continuez bien là-dessus. A priori, oui, d'accord. Donc dernière question en sondage de ce type-là. On y va. Parmi, ça c'est plus difficile. Parmi ces 4 noms, quel est celui du président ou de la présidente de la métropole du Grand Paris? Ça c'est le piège, ça. Bah non. Vous avez 4 noms, vous en avez 5. On a mis 4, vous en avez 5. Frédéric Roussel, Valérie Pécresse, Anne Hidalgo, Philippe Laurent, Patrick Ollier. Ah, il n'y a que 30%. Là, ça vraiment fait tout le monde. Et oui, évidemment. Qui connaît Patrick Ollier? Qui connaît du coup derrière ça la métropole du Grand Paris? Voilà une bonne introduction pour le débat. On connaît le réseau, on ne connaît pas forcément la gouvernance. Il reste 2 autres questions que nos présidents, notre présidente et notre président vont vous poser, moi. Vous m'entendez? D'accord. Alors, on a 2 autres questions qui sont des questions ouvertes.
La première, c'est est-ce que, et il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse, est-ce que vous pourriez citer quelque chose, une chose qui pour vous symbolise le mieux le Grand Paris? Ça, c'est la première, je vous donne les deux. La deuxième, c'est quels seraient pour vous les 2 ou 3 enjeux ou défis principaux et prioritaires du Grand Paris? Alors, quelque chose qui symbolise le Grand Paris et les défis et enjeux du Grand Paris. Alors, on s'est dit qu'on allait faire circuler le micro. Est-ce qu'il y a 2 ou 3 d'entre vous qui ont envie de se lancer? Alors, qui lève la main? Ah, ben voilà, il y a le participant. C'est bien, ça ressemble à un jeu télévisé. Bonjour. Bah alors, pour commencer, je pense que c'est le mieux le Grand Paris. Plus fort, pour qu'on vous entende. C'est mieux comme ça? Oui, parfait. Pour moi, ce qui représente le mieux le Grand Paris, c'est avant tout tout son métro. Enfin, le fait qu'on puisse se déplacer entièrement en transport en commun, et principalement les transports en commun sur rail, donc qui ne demandent pas d'aléas comme c'est le cas pour les bus. Et particulièrement là où on est, à Noisy-Champs, c'est vraiment le croisement des lignes 15 et 16. Et le fait qu'on sera encore plus connecté à Paris, donc pour qui les mobilités sont beaucoup plus avantageuses en comparaison avec la voiture. C'était quoi la deuxième question? 2 ou 3 enjeux. Un premier enjeu, je pense que c'est avant tout le prix, le fait que ça reste accessible pour le monde. Deuxième enjeu, je dirais que ce soit... Le prix du logement, vous voulez dire? Le transport. Ah, vous restez sur les mobilités, d'accord. Mais du coup, oui, aussi le fait qu'il n'y ait pas une explosion. Par exemple, j'ai checké le prix du logement à Noisy-Champs entre l'année dernière et cette année, ça a pris au moins 100 €. Donc, sur les appartements que j'avais sélectionnés. Ça va être là pour donner la possibilité, peut-être s'arrêter là pour donner la possibilité à certains de vos camarades de réagir. Qui d'autre, on prend quoi, 2 réactions plus? Oui. Qui d'autre veut intervenir? Ah non, vous n'allez pas commencer le passif dès le début de l'année, là. Alors? Qui symbolise le Grand Paris? Alors, ça symbolise le Grand Paris? Qui veut intervenir? Allez, qui se déboue? Voilà, merci. Donc, qu'est-ce qui symbolise le Grand Paris et quels sont les principaux défis? Alors, pour ce qui symbolise le Grand Paris, évidemment le Grand Paris Express, comme ce qui a été dit, mais sinon, pour moi, quand je pense à Grand Paris, je pense à une ville, je pense à Saint-Ouen, parce que c'est un peu l'archétype, je trouve, avec donc, des gros projets de mobilité, un centre-ville qui se reconstruit, des quartiers qui se construisent complètement ex nihilo, et un maire qui est aussi très engagé dans ces questions du Grand Paris. Et c'est aussi la question des nouveaux pôles qui sortent de terre. Plus fort. Pardon, des nouveaux pôles qui sortent de terre, et voilà, pour Luxe-Affirme. Ok. Allez, une dernière, donc un symbole, pas forcément une infrastructure, etc. Ça peut être un objet, ça peut être un bâtiment, ça peut être qu'est-ce qui symbolise pour vous le Grand Paris? Et puis quel est un des enjeux principaux? Qui lève la main? Qui se dévoue pour la dernière? Ah, ben, il y a du monde, là. Alors, dans ce cas-là, en 2 mots, c'est court. Le vélo. Le vélo pour le symbole. Et pour les défis, je pense notamment à l'amélioration du bien-être de la population, généralement par des meilleurs moyens de locomotion. Et puis également, effectivement, l'accessibilité, donc je pense à l'accessibilité pour la population, pour réduire les inégalités dans les villes. Ok. Et on arrêtera là. Parlez bien fort dans le micro. Mais je pense que ce qui symbolise aujourd'hui le Grand Paris, il y a les ZFE. Aujourd'hui, en termes de quelque chose qui n'est pas vraiment infrastructure, il y a les ZFE qui, cette couronne-là où on peut pas circuler avec certains types de véhicules, ça symbolise vraiment le Grand Paris. Et dans la continuité, il y a les enjeux environnementaux comme aujourd'hui, comment maintenir la ZFE tout en continuant un peu dans cette logique de sobriété en termes de pollution.
s'arrête là? À moins que vous vouliez continuer? Non? Ok, on s'arrête là. Merci. Ah? Non? Oui ou non? Oui, allez. Non, vous voulez dire? Ah là, bon. Déjà intimidé. Ah, vous voulez dire quelque chose? Allez. Juste pour un mot qui s'indique pour le Grand Paris, c'est compétition internationale. Voilà. Du coup, c'est un enjeu pour vous aussi? Oui. Ok. Allez, on s'arrête là. Je vous donne le micro. Allez, président. Bon, merci beaucoup. On est au cœur des enjeux. On voit déjà la diversité des réponses, hein, les questions sociales, les questions sociétales, les questions environnementales, économiques, la compétition, et puis le fait que le Grand Paris, c'est aussi la vie quotidienne pour vous, qui êtes étudiant ici à l'EUP, qui devez vous loger, qui devez vous déplacer, qui devez vivre, vous distraire. Donc voilà, tous ces enjeux, et on va y revenir avec les intervenants donc, dans ce débat que nous allons co-animer, Macan et moi. Alors, 2 mots d'introduction rapide. 15 ans après la loi sur le Grand Paris, où en est-on dans le Grand Paris? L'idée, c'est de faire discuter 4 intervenants ici présents, qui sont aussi des auteurs de 2 ouvrages publiés en 2023 et 2024, et qu'évidemment nous vous encourageons à lire. Le premier, c'est La métropole parisienne, une anarchie organisée, qui a été coordonnée par Francesca Arcioli, ici présente, et Patrick Le Gallès, qui est sorti aux presses universitaires, aux presses de Sciences Po en 2023. Le deuxième, Pour en finir avec le petit Paris, coordonné par Béard, mais aussi Bernard Landau, ici présent, sorti en 2024. Voilà, 2 ouvrages très différents. Ils ont en commun d'être collectifs. Il y a de multiples différences. Le premier, c'est d'abord un ouvrage universitaire, un ouvrage académique. Le deuxième, c'est un ouvrage, est-ce qu'on peut dire plus militant? On pourra en discuter. En tout cas, c'est un ouvrage de parti pris. C'est un ouvrage qui fait un bilan avec une période plus long terme, avec une entrée qui commence par la question parisienne pour s'élargir. Donc voilà, 2 ouvrages très différents et qui ouvrent des pistes plus prospectives. Alors, je vais présenter très vite nos 4 intervenants. Alors, Francesca Arcioli, ici présente, maîtresse de conférences en aménagement de l'espace et urbanisme à l'École d'urbanisme de Paris, co-responsable du M1. Francesca, tes recherches combinent sociologie de l'action publique et économie politique, et tu travailles particulièrement sur les politiques publiques et les mobilisations politiques autour du foncier, de l'immobilier, du logement. Beaucoup d'autres choses parmi tes publications récentes, donc Métropole parisienne, et puis un autre dont le titre est très alléchant, c'est sur les usages politiques des cartes. Joëlite, tout au bout là-bas, donc professeur en urbanisme et aménagement, chercheur au Lab Urba à l'université Gustave Eiffel, co-responsable du Master 2 Promu. Joël, tes travaux portent sur l'analyse de l'action publique urbaine et plus particulièrement sur les relations entre technique et politique dans la décision publique. Nombreuses publications aussi, dont une participation à la métropole parisienne, mais aussi une publication récente sur les questions d'activité économique. Ensuite, Bernard Landau, qui est à côté de moi, qui est un des auteurs du 2e ouvrage. Donc Bernard Landau, architecte urbaniste, architecte voyer général honoraire de la ville de Paris, ce qui veut dire réussir un concours difficile. Et donc Bernard, tu as travaillé à partir de 1987 à la ville de Paris, dans différentes... 1983, pardon. Dans différents lieux. L'aménagement urbain, la direction de la coopération territoriale, et puis la direction de l'urbanisme à la ville de Paris et enseigné dans de nombreux lieux. Et puis, Emmanuel Bélanger, directeur de recherche au CNRS, historien, membre du Centre d'histoire sociale des mondes contemporains, et qui travaille plus particulièrement sur l'histoire sociale des banlieues et qui est des banlieues, l'histoire, qui est un spécialiste de l'histoire politique, sociale et urbaine des banlieues parisiennes et qui a la spécificité d'avoir publié dans les 2 ouvrages.
Voilà. Alors, on démarre, Marco? Oui, juste un mot pour vous dire que bien sûr, c'est pas un cours, hein, on n'est pas en train de faire, mais c'est une mise en bouche. Et une mise en bouche sur une problématique qui nous semble fondamentale. Comme vous disait un peu Barbu au 19e, il y a un spectre qui hante la France et le spectre métropolitain, à la fois comme réalité et comme qu'est-ce qu'on en fait de ça. Et ce qu'on souhaitait surtout, à travers cette petite introduction et puis la confrontation des points de vue à la fois différents et complémentaires, pas seulement montrer la richesse de la réflexion, mais surtout pour vous dire que un des éléments fondamentaux de l'enseignement et de votre formation ici, c'est la question d'interroger le réel. Il y a une double aveuglement possible, c'est ne pas voir le réel et ne voir que le réel comme une évidence, et ne pas interroger sur mais qu'est-ce que c'est ce qui est devant nous. C'est pas une donnée naturelle, c'est résultat de décisions. Historiquement, Bernard en reviendra, il y a des décisions importantes qui ont amené à des suites importantes, mais ça aurait pu être autrement. Et ça, c'est important parce que ça veut dire qu'aujourd'hui, ça peut être autrement. On a une réalité, mais elle peut être autrement, on peut la transformer, on peut l'interroger, mais c'est ce champ d'activité, c'est cette nature de cette intervention dont vous serez les actrices et les acteurs qu'on souhaite ouvrir avec l'apport des uns et des autres. Alors, on a une table ronde qui dure 1h30, donc jusqu'à 11h. C'est ça. 11h15, pardon. 11h15, voire un tout petit peu plus, puisqu'on a commencé en retard. Alors, on va démarrer tout de suite. On a structuré ça en trois parties pour la table ronde, et puis ensuite, il y aura un échange entre les intervenants et avec vous, donc préparez vos questions. D'abord, on va parler de l'importance du sujet. Alors, Francesca, pourquoi avoir publié cet ouvrage? Finalement, pourquoi est-ce que c'est important d'écrire, de parler sur la question du Grand Paris? Merci. Alors, je pense qu'une partie de la réponse était dans les questions qui étaient dans les sondages, c'est-à-dire que la raison pour laquelle on est là et ces livres est né. Donc, juste pour vous les montrer, donc ça, ce sont les livres dont on parle, celui-là. Il y a un œuf au plat qui ressemble à la ville de Paris et à la métropole du Grand Paris. C'est une très belle couverture. Et là aussi, c'est un peu la même image. C'est une carte de la métropole parisienne, mais pas tout entière. Elle est coupée, une partie de la métropole déborde largement ces livres dans tous les sens. C'est-à-dire qu'aucun de ces livres ne parle de tout de ce qui est dans cette métropole. Mais la raison pour laquelle on a commencé à réfléchir à un livre comme ça, c'est premièrement peut-être qu'on est des chercheurs, des chercheuses, et c'est important, ça a été dit ce matin, on est ici dans une université, c'est le premier jour de la rentrée, et c'était aussi l'idée de vous présenter des livres qui sont à la fois des livres de recherche et écrits par des praticiens, et aussi croiser un peu ces regards. C'est quelque chose qu'on fait beaucoup ici à l'école d'urbanisme. Et une partie de notre travail est de faire des recherches aussi sur les territoires dans lesquels on habite et qu'on regarde au quotidien. Ces deux livres arrivent à peu près la même année. Et il y a quelque chose qui n'est pas un hasard là-dedans, c'est-à-dire qu'il y a eu toute une phase des grands débats qui est aussi bien racontée dans les livres pour en finir avec les Petits Paris, une phase des débats sur la métropole dans les années 2000-2010, et qui ensuite s'était un petit peu essoufflé. Personne n'était content du résultat, c'est quand même un des constats un peu partagés, et les débats s'est un tout petit peu estompé. Et depuis, on va dire, après les Covid, il y a eu un retour au moins des débats académiques, moins dans les politiques publiques. Vous regardez la campagne municipale, ce n'est pas le premier sujet de la campagne municipale, mais il y a eu un petit peu un retour des débats. Et donc il y a deux livres qui sont sortis en même temps, puis il y a un numéro spécial d'Hérodote qui parle aussi de la métropole du Grand Paris. Et donc en très peu de temps, il y a eu des nouvelles publications qui sont sorties. Donc il y a une sorte de retour de cette question. Et c'était pour ça aussi qu'il était peut-être intéressant d'en parler. Deuxième raison, c'est que tout ce qui était dans les sondages, c'est que quand on parle de la métropole du Grand Paris, on parle de la vie des personnes, on parle du travail, on parle du logement, on parle de l'emploi, on parle des inégalités, on parle du climat et de l'environnement, et on parle aussi de politique.
c'était intéressant. La question sur Patrick Collier, c'était quels sont les personnes, les hommes, les femmes politiques qui incarnent sa métropole, s'il y en a, est-ce qu'il est nécessaire qu'il y en ait ou pas, ou est-ce qu'on peut s'en passer peut-être, c'est une vraie question. Et donc parler des politiques et puis de parler de ces territoires. Et puis troisième raison c'est que ces livres viennent aussi de un peu des constats d'insatisfaction généralisée. On va y revenir sur comment fonctionne cette métropole. Et nous, le point de départ était peut-être de dire, ok, regardons comment elle fonctionne. Donc on a regardé un ensemble des politiques de transport, d'aménagement, d'urbanisme d'aménagement, de gestion des déchets, pour essayer de rendre compte du fonctionnement dans un certain nombre de champs. Merci. Donc, même question pour Emmanuel. Bonjour, chère étudiante. Je suis désolé, en fait, je réponds très rarement aux questions qui me sont posées. Je tiens d'emblée à m'en excuser. Je vais quand même m'y efforcer, mais surtout sous le contrôle de Bernard Landau, qui est quand même la cheville ouvrière et pensante de Pour en finir avec le petit parti, le petit Paris, qui évidemment, pour nous chercheurs, interroge la fonction sociale de nos métiers. C'est-à-dire comment, en l'occurrence un historien, je parle uniquement mon nom, peut éclairer les tendances longues, finalement, qui sont à l'origine de cette métropole du Grand Paris, qui, vous le savez, historiquement, est un territoire unique en Europe, avec bien évidemment le Grand Londres. On y reviendra peut-être. Mais permettez-moi quand même d'insister sur un point qui me semble fondamental. Brigitte Guigou vous disait, en guise d'introduction, que vous étiez dans un lieu formidable, je n'en doute pas. Mais surtout, vous êtes dans un lieu historique, un lieu de mémoire également, puisque c'est dans cette école, finalement, qu'est reconnu, institutionnalisé un nouveau savoir au lendemain de la Grande Guerre qui va s'appeler l'urbanisme. Cette école, elle s'appelle l'école des hautes études urbaines. Elle est créée en 1919 par des élus du Grand Paris, de la banlieue parisienne. Pourquoi? Parce que très tôt, ces élus, très souvent affiliés à une expérience politique fondamentale que l'on a pu appeler le socialisme municipal et plus tard le municipalisme, mesurent à quel point les savoirs administrés doivent s'accompagner des savoirs d'aménager. Et cette école finalement, elle nous dit, donc vous êtes en quelque sorte des héritiers, elle nous dit l'importance de l'histoire. Vous le disiez. Il est essentiel en quelque sorte de mesurer à la fois la morphologie, mais aussi la sédimentation finalement des territoires que l'on observe. Et donc cette école, non seulement elle va former plusieurs générations d'urbanistes, mais elle va également, en devenant l'école, plutôt l'Institut d'urbanisme de l'Université de Paris en 1924, adosser une seconde école qui est l'ENAM, l'École nationale d'administration municipale, la première ENAM. Et cette école, elle est fondamentale. Pourquoi? Parce qu'elle va aussi contribuer à professionnaliser le monde des collectivités territoriales, que vous connaissez très bien, qui ont été évoquées dans le sondage tout à l'heure, et qui vont jouer un rôle essentiel, en quelque sorte, dans l'aménagement de leur ville, surtout depuis l'adoption de la première charte d'urbanisme en 1919, qui impose à toutes les communes de plus de 10 000 habitants un PAE, un plan d'aménagement, d'embellissement et d'extension. Et le laboratoire de cette première planification des villes, au sortir de la Grande Guerre, c'est le Grand Paris. Donc cela explique certainement pourquoi j'ai été associé finalement à cette histoire, à ces deux aventures intellectuelles et collaboratives, et bien évidemment pluridisciplinaires. C'est qu'il était bien sûr évident qu'il convenait, au moment où le Grand Paris redevenait un sujet politique majeur, hein, notamment depuis l'adoption de la loi de 2010, qui est à l'origine de la Société du Grand Paris, et donc de cette nouvelle pensée des mobilités et des transports. Il était fondamental en quelque sorte de revenir sur cette histoire du Grand Paris, parce que ce que racontent aussi ces deux livres, c'est un des défis majeurs, certains d'entre vous l'ont dit, c'est comment dans une métropole comme celle du Grand Paris, qui concentrait dans les années 20 et 30 la moitié de la richesse nationale et qui aujourd'hui en concentre plus de 30%, comment on pense les péréquations, comment on pense les redistributions, comment en quelque sorte on s'efforce d'estomper les ségrégations territoriales et sociales.
Et c'est une des vocations, en quelque sorte, du métier d'urbaniste, me semble-t-il. Bon, mais je dirais juste 2 mots sur, d'abord, merci de nous avoir invités. C'est un livre collectif dont le titre résume la pensée de ses auteurs. C'est que c'est un cas unique au monde, hein, si vous voulez. Enfin, alors, moi, je réalise que vous êtes né après 2000. Hein. Donc, si vous voulez, c'est un peu comme quand j'avais votre âge, on parlait de la guerre de 14-18. C'était très loin. Mais en fait, en mûrissant et en grandissant, j'ai compris combien l'histoire était importante. Donc, Emmanuel vient d'en parler. Ce qui est un cas unique et qui est assez bien expliqué dans la revue Hérodote. La revue Hérodote, c'est les héritiers de Lacoste, qui est une grande école de géographie et d'urbanisme, et de politique également, de vision politique, de l'aménagement. La carte, c'est aussi un outil politique. C'est que c'est la seule ville au monde dans un espace de dimension mondiale, hein, c'est-à-dire effectivement Paris comme Londres, et on peut dire la grande banane bleue, quoi, c'est-à-dire ce qui va de la Hollande jusqu'à l'Italie, sont des territoires qui comptent dans le jeu politique, intellectuel, économique, mondial. Bon. Eh bien, c'est la seule qui est restée dans les limites qui ont été décidées sous la monarchie de Juillet. C'est une histoire française, on y reviendra. Et j'y reviens, et c'est une sorte, enfin, à mes yeux, si vous voulez, aujourd'hui, d'anachronisme qui raconte aussi une histoire française. C'est-à-dire que l'histoire du Grand Paris, c'est vraiment une histoire très politique. Si. D'accord. Non, mais c'est... Excusez-nous. On a modifié un peu. Merci aussi du coup d'être invité dans cette table ronde. Moi je ne suis qu'un des auteurs de l'ouvrage. Je vais faire plus des focus sur l'aménagement, sur comment ça se concrétise en termes d'aménagement, et notamment peut-être un premier point qui est plus sur la situation actuelle. On est dans une situation où je ne sais pas si vous êtes tous complètement au fait de ça, mais avec une certaine illisibilité quand même des structures qui portent l'aménagement dans la métropole. Peut-être, on y reviendra probablement après, mais ce qui contraste peut-être, vous êtes dans un institut d'urbanisme qui est un peu singulier peut-être par rapport aux autres instituts d'urbanisme en France, qui sont notamment dans des grandes métropoles, dans des villes parfois plus petites, où vous êtes, enfin, vos collègues à Lille, à Bordeaux, à Grenoble, sont dans des situations où on a des territoires avec des métropoles, des institutions métropolitaines, des EPCI qui sont beaucoup plus forts que ne peut l'être la métropole du Grand Paris, qui est une création plus récente, qui a toute cette histoire qu'on évoque ici, et donc qui ont comme terrain de jeu, souvent, pour leurs ateliers, pour les exemples qui leur sont donnés en cours, des choses qui sont en fait aussi plus lisibles parce qu'on a des institutions qui ont sédimenté peut-être le pouvoir en matière d'aménagement, la capacité à porter des projets, la capacité à porter des politiques urbaines, les plans locaux d'urbanisme, les spots, etc. Alors on est loin d'une institution unique. On a dans tous les cas toujours ce fameux millefeuille institutionnel dans le Grand Paris. Voilà, on est à un degré qui est poussé plus loin, avec une histoire d'une institution beaucoup plus récente, qui fait que souvent, qui a le pouvoir en matière d'aménagement dans le Grand Paris, c'est assez illisible. Je pense qu'on y reviendra au long
de la table ronde, mais voilà, c'est peut-être une illustration, pour rentrer un peu dans le vif du sujet, notamment d'un des ouvrages, qui est la métropole parisienne comme une anarchie organisée, voilà un petit peu ce qu'il y a derrière cette histoire d'anarchie organisée. Un premier point, c'est quand même que le paysage institutionnel de la métropole du Grand Paris, il est d'une complexité très très grande, et la métropole du Grand Paris, elle ne vient pas forcément simplifier les choses. On a un peu plus fluidifié, on avait pensé organiser ça autrement, mais c'est très bien parce que les interventions se répondent. Moi je voudrais interroger les uns et les autres justement sur ce processus historique, parce que, pour tout vous dire, Bernard le disait, l'institutionnalisation du Grand Paris est quand même somme toute très récente. Et ça veut dire quand même qu'il y a une réalité métropolitaine qui existait de fait avant cette institutionnalisation. Ce qu'on voit aujourd'hui, ça a été le résultat aussi d'autres types d'institutions. Il n'y avait pas d'institution métropolitaine. Et donc ça a fait advenir quelque chose. On peut faire remonter ça depuis les travaux systémiques d'Haussmann, qui a été aussi un choix d'un pouvoir, Napoléon III, un homme qui a su s'entourer, de se doter d'un certain nombre de compétences pour avoir une intervention systémique sur la transformation d'une ville avec ses contradictions profondes, et puis toutes les étapes depuis Haussmann jusqu'à récent. Mais moi, ce qui me frappe aussi, c'est que, somme toute, on a l'impression que tant qu'on était dans les 30 Glorieuses et l'État-providence, cette question-là ne se posait pas trop, ou pas tout à fait de la même façon, et que l'émergence de la question institutionnelle est arrivée aussi avec l'émergence du néolibéralisme après la crise des années 70, 80, etc. Et quels sont les moments importants, les impulsions importantes qui ont été données à ça. Je vais répondre d'abord, de ce que je comprends dans la présentation qui a été faite, de l'enseignement qui vous est donné, auquel je souscris complètement. Au regard de l'histoire, si vous voulez, ce qui se passe au XIXe siècle, c'est fondamentalement comment s'adapte la ville à la révolution industrielle. Et ce qui devrait se passer au XXIe siècle, c'est un changement de paradigme total. Il vous a été très bien expliqué, je pense, par le directeur de l'école, donc je ne vais pas revenir dessus. Évidemment, il y a un entre-deux, vous aurez des cours sur l'histoire de la pensée urbaine. Moi, j'ai participé avec François Choé à la réédition des mémoires d'Haussmann, donc c'est des questions sur lesquelles j'ai pas mal travaillé. Bon. Ensuite, quelle lecture peut-on avoir de la période récente? Alors, c'est difficile, on ne peut pas faire un cours, si vous voulez, parce que ça prendrait trop de temps, mais comme le thème, c'est depuis 15 ans. Alors, d'abord, je ne sais pas ce que veut dire ce depuis 15 ans, parce que si je prends les faits, si vous voulez, en réalité, les faits, les grands moments qui vont... Pour donner un regard sur ce que vient de dire Maton, la période des 30 Glorieuses, c'est la Défense, c'est les villes nouvelles, et c'est l'idée qu'en déconcentrant par les villes nouvelles le poids de l'attractivité parisienne, c'est comme ça que ça allait se passer. Alors je ne crois pas que ce soit le néolibéralisme qui ait fait qu'il y a eu un changement. Tout ça, on le raconte par le menu dans le détail, dans un article qu'on a fait avec Benoît Carrien, où on a posé une hypothèse de réécrire la longue marche du Grand Paris. J'espère que d'autres personnes travailleront là-dessus. Mais sur la période récente, ce qui est vraiment intéressant, et c'est très très politique, si vous voulez, c'est que Rocard, ça vous dira quelque chose, mais Rocard, à la fin des années 90, effectivement, au moment où on parle de mondialisation et de globalisation, donc de ce point de vue, tu as raison, Macron, par rapport
aux idées. Avant, il y avait eu Castro avec banlieue 89, qui donne naissance à la politique de la ville, 7 ou 8 ans après. Enfin, c'est des choses que, à mon avis, il faut que vous connaissiez, même sans les approfondir, pour avoir des repères. Et l'élection de Bertrand Delanoë fait que, quand le maire de Paris est élu en 2000, c'est-à-dire un peu avant ou un peu après votre naissance, lui, il dit qu'il faut changer le regard de Paris avec ses voisins et à la banlieue. Il dit, si l'on n'était qu'à moi, je serais pour faire une agglomération, mais personne aujourd'hui ne peut décréter cette agglomération avec sa gouvernance un peu dans l'esprit que Emmanuel a rappelé, qui prédominait dans l'entre-deux-guerres. Dans l'entre-deux-guerres, Paris c'était presque 3 millions d'habitants, et le département de la Seine, avec Paris, 5 millions. Il faut avoir en tête aussi les données de croissance urbaine. Eh bien, Delanoë, il réunit tout le monde à la RATP et il dit, discutons et mettons en place d'abord des coopérations. Il se trouve que j'ai été le sous-directeur qui s'occupait de ces coopérations sous la première mandature de Delanoë. Ensuite, j'étais directeur adjoint d'urbanisme. Donc, c'est des sujets que j'ai vraiment suivis. Ce qu'il faut surtout comprendre, c'est que le résultat de ce dont nous héritons aujourd'hui sur le plan institutionnel est le résultat de statu quo politique. Je m'explique. On est sous la présidence de François Hollande. Première partie de la présidence, vous verrez dans le livre, les choses sont expliquées. On peut remplir les rayonnages des bibliothèques de livres et de recherches sur cette période qui, du point de vue de la réflexion, a été extrêmement riche. À mon avis, aussi riche que la période dont a parlé Emmanuel sur la période de Marcel Poët. Mais juste, si vous voulez, il faut avoir en mémoire qu'il y a 3 lois qui parlent du Grand Paris. Il y a la loi en 2010 de Sarkozy qui fait le métro du Grand Paris, dont l'article 1 dit en substance le droit de se loger, le droit de déménager, le droit de se transporter et la facilité du transport sont, en termes d'équité, de développement et d'aménagement du territoire, si je puis dire, le catéchisme de ce qu'il dit, en fait, de ce qu'il pense, de ce qu'il projette. Et ensuite, vous l'apprendrez, je pense, il y a la loi MAPFAM et la loi NOTRe, qui mettent en place, grosso modo, l'organisation territoriale contemporaine de la France, et qui parlent de la question des métropoles, 13 métropoles en France, avec une exception pour la région parisienne, qui est un cas très compliqué et complexe. Donc ce cas, il est examiné pendant la première mandature pendant la première partie de Hollande, mais en 2014, il y a des élections dans lesquelles la gauche perd au municipal, la gauche perd au régional, la région qui était à gauche passe à droite, et par voie de conséquence, elle perd des plumes également sur le plan des élections des conseils généraux et des départements. Et à ce moment-là, un préfet qui était dans la première partie, le préfet Canepa, qui était, du point de vue de l'État, assez partisan d'un volontarisme de l'État, par exemple, il prévoyait de faire des sortes de ZAD ou de préemption maîtrisée par l'État autour des gares du Grand Paris et avoir des territoires avec une gouvernance qui soit un peu comme le projet qui avait été fait avant sur les villes nouvelles. Tout ça tombe à l'eau, si vous voulez, dans la deuxième partie, c'est plus Canepa, c'est Daubigny, et il change complètement de politique. Ce qui aboutit à cette métropole qui est mise en place en 2016, je n'ai pas le temps de détailler, mais c'est un travail ouvert pour les historiens. C'est l'histoire récente. Et elle explique en profondeur, si vous voulez, comment cette histoire récente pèse encore sur aujourd'hui. Or, cette histoire récente a été de tir. Vous verrez par exemple que M. Ollier a été finalement élu comme président de la métropole des maires, dont le maître mot était de dire surtout, on ne change rien, chacun fait ce qu'il veut dans sa mairie, et on s'occupe de 2-3 choses qui sont prévues dans la loi. La loi, à l'origine, prévoit beaucoup plus de choses, et dans ces 2-3 choses, en fait, la métropole, si vous voulez, elle a un budget de 150 millions, c'est tout, fragile. Enfin, je ne vais pas détailler, mais ça veut dire quoi. Et même pour voter un plan local de l'habitat et de l'hébergement, elle n'y est pas arrivée. Bon, ce statu quo aujourd'hui tombe, parce que ce statu quo, je vais terminer par là, reposer sur une chose. On vous fait passer les socialistes parce que vous avez Paris, mais vous nous faites passer en banlieue parce que nous, la droite, on tient la majorité des communes.
C'est plus du tout le cas aujourd'hui, on va avoir des élections municipales. Je suis un peu long, mais voilà. Alors, je serai peut-être moins long, mais ce qu'il faut entendre de peut-être la discussion que nous pourrions avoir, Bernard et moi, c'est que cette histoire du Grand Paris est une histoire éminemment politique. Éminemment politique, vous l'aurez entendu. Pourquoi? Parce que ce territoire du Grand Paris, on l'a dit, hein, est l'épicentre, je dirais, de la reconnaissance d'un nouveau savoir académique, l'urbanisme, l'épicentre également des premiers plans d'aménagement des communes, est aussi un laboratoire politique au sens où on invente de nouvelles politiques qui cherchent en quelque sorte à unifier ce territoire anarchique mais organisé, si je devais citer de nouveau l'ouvrage que tu as dirigé avec Patrick Le Gallès. Ce qu'il faut bien avoir à l'esprit, c'est que cette science, je dirais, de l'aménagement des territoires, elle est éminemment politique parce qu'elle est utilitaire. C'est ainsi qu'elle est présentée par les élus de l'entre-deux-guerres lorsqu'ils financent la création de votre école. Ils ont besoin d'un savoir utilitaire, d'un savoir qui va permettre en quelque sorte de répondre aux demandes sociales dans un territoire, je le rappelle, qui concentre l'essentiel de la croissance urbaine depuis le 19e siècle de la France. Et donc, ce territoire devient un laboratoire. On y invente, c'est toujours intéressant de le rappeler, moi c'est ce que je fais à mes étudiants, on y invente l'intercommunalité. Figurez-vous que l'intercommunalité, on le sait, elle est pensée pour la France morcelée, pour la France rurale, pour la France des 40 000 communes créées avec la Révolution française. Or, cette intercommunalité, en quelque sorte, va être à l'origine de la création des plus importants services urbains liés à l'histoire de cette métropole du Grand Paris. L'eau, le gaz, l'électricité, l'assainissement montrent à quel point, finalement, derrière cette question fondamentale de créer des politiques publiques qui préservent la paix sociale, car c'est l'enjeu majeur. Comment dans des métropoles comme les nôtres, qui sont travaillées par des tensions politiques, par des acculturations politiques, qui donnent naissance à la banlieue rouge, qui donnent naissance à la banlieue résidentielle et bourgeoise, qui créent également un Haussmann, une ville haussmannienne des beaux quartiers, mais également un Paris populaire, comment finalement on cherche à créer du lien entre ces territoires et ces cultures politiques et ces sensibilités politiques que tout oppose? Eh bien, c'est en quelque sorte ces élites urbaines, accompagnées notamment par ces nouveaux savoirs, dont celui de l'urbanisme, qui vont permettre en quelque sorte de donner de la cohérence, du lien et être à l'origine de ces grands services urbains. Donc c'est ce que je voulais dire en rappelant, comme l'a dit Bernard, que cette métropole, elle a une unité, elle est éminemment politique, elle est aussi un laboratoire du social et du politique. Ne l'oublions pas, mais le logement social, ses épicentres, sont les cités-jardins, puis les habitations à bon marché qui vont avoir dans ces territoires suburbains de la banlieue parisienne, en quelque sorte un territoire de déploiement, de développement. Mais ne l'oublions pas également, l'enjeu majeur autour de l'entre-deux-guerres, c'est ce que avait rappelé avant moi l'historienne Annie Fourcault, c'est de résorber la première grande crise urbaine. Cette première grande crise urbaine, dans vos terrains, vous la rencontrez, c'est ce goût des Français pour le pavillonnaire, pour la petite maison. Or, ce goût pour le pavillonnaire, pour la petite maison, il va donner lieu à un étalement urbain tout à fait exceptionnel au sortir notamment de la Grande Guerre. Il va donner lieu à une crise urbaine, et c'est ce Grand Paris, cette métropole du Grand Paris, parce qu'elle a une entité politique, un gouvernement métropolitain qui s'appelle le département de la Seine, qui a déjà été évoqué, qui va permettre de résorber cette grande crise urbaine qui concerne, pardonnez-moi, déjà plus de 800 000 banlieusards autour des années 30. Donc on voit bien que cette question politique, elle est majeure. Et derrière la question politique, ce qui se pose, je pense que Patrick Le Gallès en parlerait mieux que moi, c'est la question de la gouvernance. Comment finalement on pense, je l'écris P-A-N-S-E, les crises urbaines, les maux de la civilisation urbaine dans une métropole comme celle-ci. Et alors ce qui est très intéressant, c'est qu'on invente au cours du 19e et surtout du 1er 20e siècle une métropole intégrée, la métropole du Grand Paris, qui va connaître une rupture majeure dont nous sommes encore les héritiers aujourd'hui
qui est la réforme départementale du 10 juillet 1964, qui va pour la première fois désolidariser Paris de sa proche banlieue. Paris, des 80 communes qui la ceinturaient et qui formaient le département de la Seine, et donc un gouvernement métropolitain déjà. Cette loi du 10 juillet 1964, elle est fondamentale, y compris pour comprendre ce que vous disiez, Joël, de ce morcellement en quelque sorte du pouvoir territorial dans cette métropole. Auquel s'ajoute bien sûr l'avènement d'une nouvelle entité, celle-ci régionale, qui est technocratique à son origine, avec Paul Delouvrier, certains ont dû déjà entendre parler de ce nom, qui vise en quelque sorte à penser à la bonne échelle, et c'est un vrai enjeu, un vrai défi durant les 30 Glorieuses, penser à la bonne échelle les limites de cette métropole du Grand Paris et d'intégrer le territoire qui est le parent pauvre de cette métropole. Et ce territoire qui est le parent pauvre de la métropole, c'est où nous sommes aujourd'hui. C'est la Seine-et-Marne. C'est cette grande banlieue qu'on appelle la Seine-et-Oise et qui convient à tout prix, en quelque sorte, je dirais, d'intégrer à ces dynamiques métropolitaines en créant notamment cette région, cette entité régionale et à partir des années 70, ce gouvernement régional. Mais un gouvernement régional, on l'a dit, qui est d'autant plus fragilisé dans son projet d'aménagement de cette région capitale, bien sûr qu'il va buter en quelque sorte, qu'il va être toujours confronté à ce morcellement institutionnel, territorial, politique de cette métropole, avec notamment un pouvoir des maires qui reste extrêmement important. Et vous savez pourquoi le pouvoir des maires est très important? C'est pas uniquement parce que la décentralisation, elle ne remonte pas aux lois à l'avènement et à l'élection de François Mitterrand au début des années 80, elle remonte à la charte municipale de 1884 qui donne un pouvoir considérable aux maires. Et ce qui est bien sûr remarquable, et c'est pour ça qu'on insiste, Bernard et moi, sur l'importance de se saisir de l'histoire pour comprendre les enjeux contemporains, c'est que l'entité, le patriotisme de clocher est d'autant plus important dans ces communes de banlieue qu'elles ont vécu l'hégémonie parisienne, qu'elles ont vécu ce que l'on appelait déjà à la fin du 19e, début 20e siècle, la colonisation. C'est ce qu'on retrouve dans les premiers journaux de presse qui défendent les intérêts de la banlieue parisienne. Ces banlieusards et leurs représentants, ils s'insurgent contre la colonisation de leur territoire par la ville-mère qu'est Paris. Ville-mère, bien sûr, qui va donner tout son sens à la métropole du Grand Paris. Bon, j'étais un peu long, et puis tout ça est écrit en plus, mais voilà, je passe le micro. Oui, je voulais juste, pour sortir, il y a une façon de faire, de pourquoi s'est posée cette question aujourd'hui et regarder l'histoire, et ce sont les réponses qui viennent d'être données. Peut-être qu'il y a une autre façon aussi de poser cette question. C'était ce que une d'entre vous a répondu quand on a dit quels sont les enjeux, quelqu'un a dit la compétition internationale, quelque chose comme ça. Et c'est une façon de poser la question assez intéressante parce qu'elle dit quoi? Elle dit qu'on peut regarder la métropole parisienne aussi à partir d'ailleurs et en comparant avec d'autres. Et si on se pose cette question, ça renvoie un peu à la question démarquante de la question institutionnelle, de qui gouverne, comment gouverne, pour quelle finalité, etc. Il faut aussi la réinscrire dans des transformations territoriales majeures qui sont celles de la métropolisation, non au sens institutionnel, mais comme transformation économique et spatiale. Donc, des concentrations de populations dans les grandes métropoles, des restructurations économiques de l'économie globale qui ont des effets territoriaux très très forts. La région parisienne est une région industrielle. C'est l'histoire dont parle Emmanuel, c'est comment gouverner des villes industrielles, de l'industrie, des activités, donc aussi physiquement des transformations spatiales et des empreintes spatiales très 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 importantes. Et cette histoire-là, ce territoire-là, il s'est profondément transformé au cours des même 40 dernières années. Donc, poser la question aujourd'hui, c'est, on est dans une métropole qui est certes encore un petit peu industrielle, on ne peut pas dire qu'il n'y a plus d'industrie à l'Île-de-France, mais quand même qui est très fortement traversée par des restructurations économiques liées à la globalisation, liées à la financiarisation. Paris est très inégalitaire aussi parce qu'il y a la défense, et la défense concentre les activités financières de la France. Il y a des très beaux papiers des sociologues qui montrent que si les métropoles sont très inégales, c'est parce que les très hauts revenus sont des activités liées à la finance, plus que d'autres.
Et donc ça tire les inégalités en métropole parisienne. Donc pensez la métropole parisienne à partir de là, à partir de ces transformations économiques qui ont des effets spatiaux. Vous allez passer cette année à regarder ça aussi, c'est-à-dire comment des mutations très macro, après s'ancrent dans un territoire, le transforment et les transforment d'une façon inégale en son sein. Parce qu'une façon de regarder aujourd'hui les inégalités en région parisienne, c'est aussi de comprendre ces transformations économiques et puis la façon dont elles étaient traitées ou pas, et par qui et dans quelle finalité. Et cette question-là, elle se pose à Paris, mais elle se pose ailleurs aussi. Une des façons de penser pourquoi il y a eu une loi sur le Grand Paris en 2010, c'était aussi la compétition avec Londres. Et c'est très présent dans les débats. Londres avait eu les JO, Paris non, ça veut dire qu'on est nul et donc il faut être compétitif. Et c'était un des moteurs, quand même, cette comparaison et ces regards avec Londres de cette histoire. Donc toujours aussi avoir en tête à la fois l'histoire et puis regarder un petit peu autour et ces transformations un peu macro et comment elles se donnent à voir. Oui, moi, un peu en prolongement de ce que vient de dire Francesca, que la métropole, on peut la regarder par l'histoire, par les institutions, mais aussi par les transformations concrètes. Alors, les dynamiques de métropolisation que tu as résumées, et moi j'aurais ajouté, puisqu'on est sur cette période des 15 ans et peut-être un peu plus, quoi, 20 ans, des transformations assez massives en matière d'aménagement sur tout le territoire, peut-être pas tant à Paris même, mais la première couronne sûrement, et la deuxième couronne aussi. Avec un constat que, voilà, on est plusieurs à partager ce constat, notamment au sein des enseignants-chercheurs de l'école, de transformation assez massive en première couronne, de densification, de construction, dans un contexte un peu différent de ce qu'on avait jusqu'ici, à la fois à travers des grands projets d'aménagement. Alors, tout à l'heure, l'un ou l'une d'entre vous parlait de Saint-Ouen, qui illustre assez bien la dynamique telle qu'elle se décline en première couronne, des grands projets que vous connaissez pour certains, mais aussi des densifications, des formes de densification ou de transformation en diffus, en dehors des grands projets, et qui parfois sont tout aussi massives, qui ont été tout aussi massives en très peu de temps. La loi du Grand Paris prévoyait autour du système de transport densifié autour des gares. Plusieurs travaux qui montrent que ça s'est fait un peu autour des gares, mais pas uniformément, mais ça s'est fait aussi beaucoup ailleurs. Et voilà, donc les transformations assez fortes, spatiales, sur le plan de la construction de nouveaux quartiers, de réhabilitation des quartiers, etc. Et voilà, avec en parallèle cette transformation institutionnelle qui avait cours, dont on parle là, qui va sur un autre rythme. Et si on regarde un peu rétrospectivement et qu'on interroge les acteurs, les élus, les services techniques, beaucoup disent que ils ont assisté à cette transformation. Ils ont, pour certains, ils ont été moteurs. Ils ont essayé de la contrôler par endroits, mais pour beaucoup, elle a largement dépassé tout ce qu'ils étaient en mesure de réguler. Et donc c'est ça aussi la métropole du Grand Paris, c'est-à-dire que d'un côté on essaye de l'organiser d'un point de vue institutionnel et des pouvoirs, et de l'autre côté elle se transforme de manière très rapide, et donc les acteurs essayent après d'en saisir, le résultat et parfois les effets contre-productifs, parfois positifs, parfois négatifs, mais dont ils ont ensuite à gérer en matière de transport, en matière d'équipement, en matière environnementale, etc. Voilà. Donc, c'est important aussi de confronter parfois cette réalité des transformations urbaines, des dynamiques d'urbanisation, des modifications qui n'a parfois pas grand-chose à voir avec la répartition des pouvoirs. Oui, je viens rebondir et je partage complètement ce que vous venez de dire.
c'est-à-dire que le travail de la compréhension des mouvements récents, enfin je dirais récents, avant la crise sanitaire et après la crise sanitaire, parce que je pense qu'il y a un avant et un après, qui raconte aussi un avant et un après du point de vue de ce qu'a été la mondialisation heureuse et l'hyper-financiarisation de l'aménagement. Enfin, là, il y a beaucoup d'écrits qui en parlent très très bien, ce qui est toujours un peu le cas avec les fonds de pension, notamment là où la valeur foncière est très importante, comme à Paris. Et ce qui s'est passé, Béard dit, et c'est très juste dans mon bouquin, rien ne s'est passé comme c'était prévu. Enfin, c'est-à-dire, notamment dans les quartiers de gare. Il y a 5 millions de mètres carrés de bureaux de vide en région parisienne, enfin dans ce territoire. Ça raconte une histoire. Je vais donner de petits éléments dans le débat des questions qui ont été évoquées. En fait, les études de la PUR et même de l'UAU montrent que c'est le quartier central d'affaires de Paris qui rayonne sur le plan international, c'est pas la Défense. Avec un petit peu de choses qui s'emboîtent sur les villes de Boulogne et d'ici les Moulineaux, et un peu plus loin. Mais le moteur de ça, c'est retenu Paris. Paris, en 2001, avait 2 230 000 habitants. Non, 2 130 000 habitants, des choses de cet ordre-là. Ça monte en 2010 à 2 200 000 et ça redescend aujourd'hui à 2 100 000 et les courbes démographiques, l'ensemble un peu des projections qui sont faites, montrent que ça ne va pas tellement, ça ne va pas augmenter. Même on a... Ce qui est assez surprenant, si vous voulez, je vais vous donner 2 chiffres, c'est que la ville a perdu donc 100 000 habitants, mais elle a gagné 100 000 emplois dans les 6 dernières années. Ça, c'est des études à PUR qui le montrent. C'est-à-dire que, et ces emplois, si vous voulez, il suffit d'aller Gare du Nord, ou dans le métro. Dans Paris, il y a 2 100 000 habitants, mais à peu près tous les jours, il y a 3 200 000, 3 500 000 personnes. Sur un espace de 100 km², la métropole, c'est 800 km², l'agglomération, au sens XC, c'est 1900 km² à peu près, la région, c'est 12 000 km². Il faut bien avoir ces chiffres en tête, si vous voulez. C'est-à-dire, si je prends New York, c'est un peu plus de 800 km², la grande ville de New York. En fait, Paris, c'est le Manhattan de New York. Vous voyez, dans les enfin, il faut vraiment avoir ces chiffres en tête pour comprendre un peu. Donc, aujourd'hui, si vous voulez, enfin, Paris a profité de la crise. Enfin, sur le plan, alors évidemment, ça se traduit par l'augmentation du coût de la vie. Les emplois dont je parle, c'est pas simplement les 4 sup et les transformations des hôtels autour des gares qui deviennent des coworking pour 4 sup. Il y a plein d'articles qui le racontent. Mais que vous alliez au restaurant, que vous regardiez les gens qui, enfin tout ce qui est dans la distribution liée à l'achat en ligne, ou tous les métiers qui servent à l'entretien ou à l'hospitalier ou aux animateurs des écoles, en général, ils n'habitent pas dans Paris. Enfin, on est face à ces questions-là. Donc je vais juste terminer mon intervention par vous dire comment notre groupe aborde aujourd'hui cette question. Parce que nous pensons, enfin notre groupe, nous pensons que la réponse institutionnelle, elle est objectivement compliquée à définir, et nous pensons également qu'elle ne se pose pas du tout dans les mêmes termes aujourd'hui que la façon dont elle a été discutée il y a 15 ans. Pourquoi? Parce que les effets du développement territorial tel que Joël vient de les expliquer, produisent eux-mêmes, dans leur développement naturel, des écarts encore plus profonds, un peu au sens où le racontait Emmanuel sur des périodes précédentes, qui sont des sources explosives en fait. Des écarts entre les communes riches et les communes pauvres, des écarts sur la question du logement évidemment, des écarts qui sont également constatés sur la façon dont on peut répondre local de façon intelligente
aux questions de transition et de nouveaux paradigmes nécessités par le changement de climat, si vous voulez, et également des questions de choix de modèles de développement. Donc, en fait, si vous voulez, ne voulons pas aborder la question institutionnelle qui, de toute façon, s'était posée, je crois que Macron voulait poser cette question à l'occasion de ces municipales. À l'occasion de ces municipales, très peu de personnes vont poser ces questions, sauf, ça se réveille un petit peu, si vous voulez, puisque c'est quand même questionné, on le voit apparaître dans la presse. Tout le monde comprend assez facilement que sur ces questions structurelles, il n'y a pas de solution idéale locale. C'est-à-dire que les maires vont dire on essaie de faire le mieux dans notre commune, mais que ce soit sur le logement ou sur des autres questions structurantes, il faut rediscuter de ces questions-là à une échelle globale. Voilà, donc nous allons intervenir. D'ailleurs, on a pris une initiative avec un slogan un peu provocateur qui s'appelle « Et si nous élissions le maire du Grand Paris ?» Donc bon, je ne vais pas faire... Mais voilà, parce que ce débat va être présent dans les municipales. Je rajouterai un élément. On ne peut pas discuter, si vous voulez, de ces choses-là sans avoir en arrière-pensée la vie politique française qui est aujourd'hui quand même extrêmement agitée. Elle est extrêmement agitée et personne ne sait comment elle va évoluer. Or, la façon dont elle évolue sur le plan politique et gouvernemental n'est pas neutre à notre histoire, si vous voulez. Enfin, je ne suis pas là pour faire de la politique, mais je peux quand même constater, quand j'ouvre la radio, que les forces conservatrices, voire maurassiennes et de droite, sont à la porte du pouvoir d'un certain point de vue. Enfin, moi je pense, c'est-à-dire c'est pas un scénario impossible. Donc, il faut aussi reposer les questions dont nous parlons à l'aune des questions politiques, parce que l'histoire s'accélère, et on ne peut pas ne pas avoir ça en tête quand on réfléchit urbanisme en école d'urbanisme. Je suis un peu pavé dans la main. Merci beaucoup à vous quatre. Alors, on a un peu bouleversé les choses, mais c'est très bien. L'essentiel, c'est aussi d'avoir un petit peu de temps pour pouvoir débattre avec vous. Et donc, on va vous donner la parole pour réagir, poser des questions aux intervenants sur l'ensemble des points qui ont été abordés. On y va. Alors on n'a qu'un seul micro, donc je vais devoir faire l'aller-retour. Donc on va prendre peut-être 3 questions. Qui veut poser des questions, réagir, etc. Allez, qui se dévoue? Oui, il y en a un là-haut. Allez. Et du coup, c'est bien, ça va vous faire du sport. Merci, Amélie. Bonjour, déjà merci pour la présentation. Moi j'ai une question surtout par rapport au titre du premier livre et le choix du mot anarchie dans celui-ci. Surtout que du coup, M. Erdogan de faire un rappel à la politique actuelle. Est-ce que le mot anarchie, on le retrouve dans ce livre? Est-ce qu'il est défini? Et du coup, quel est le rapport aussi vis-à-vis du monde urbain? Merci. Voilà, il s'en va. Peut-être qu'on va prendre toutes les questions d'ailleurs d'un coup, parce que sinon je vais faire des allers-retours, ça va être assez terrible. Qui d'autre a envie de poser une question? Ou un commentaire, exactement. Peut-être pour poser des questions tout bêtement sur certains points qui n'ont pas été aussi bien compris, etc. Vous débarquez, c'est normal. Qui veut poser une question? Allez. Où est la main? Ah, ben voilà. C'est bien, c'est toujours votre camarade qui vous sauve. Merci aussi pour la présentation. Au début du discours, vous avez parlé de ce que c'était réellement le métier d'urbaniste. Et ensuite, vous avez beaucoup insisté sur la fonction politique. J'aimerais bien que vous approfondissiez par rapport à ça, c'est-à-dire quel est le rôle politique d'un urbaniste? Voilà. Très bonne question. Donc la question de l'anarchie, la question du rapport urbaniste comme technicien et la dimension politique, comment se positionner plus largement. Une dernière question? Oui. C'est bien, comme ça on est un peu plus équilibré au niveau genre. Parfait. Du coup, moi, ma question elle est par rapport au deuxième ouvrage. Je voulais savoir si vous traitiez à un moment donné des problèmes identitaires liés au fait d'en finir avec le petit Paris.
identitaire dans le sens on ne pourra jamais enlever au fait d'un Parisien de se sentir parisien et un banlieusard de se sentir banlieusard. Et est-ce que vous traitez un petit peu cette question-là dans une dynamique où voilà, il faut à un moment donné aussi s'uniformiser en termes d'idées? Parfait, ben voilà. 3 belles questions. Et je finis ma petite course. Moi, je veux bien réagir à l'identitaire. Ok, on va commencer par ça. Je vous remercie pour cette dernière question parce qu'elle évoque une de mes dernières expériences que j'ai particulièrement adorées, je vous le dis, c'est Banlieue Chérie, certains ont peut-être entendu parler, c'était l'exposition que j'ai accompagnée donc, au Palais de la Porte Dorée. Et on ne s'y attendait pas, parce que c'était un musée national, qui jusqu'ici avait une audience très limitée. Or, en 4-5 mois, 150 000 visiteurs, dont plus de la moitié venus de banlieue et essentiellement des jeunes. Et ce qui me semble très intéressant, donc je ne vais pas ici pouvoir dérouler une réponse, mais l'identité reste d'autant plus forte qu'elle est malmenée, fragilisée, discriminée. Et c'est là le versant un peu banlieue. Quand on interrogeait les jeunes qui venaient, ils nous disaient « ici on parle bien de nous ». Et donc c'était tout à fait intéressant parce que ça montre bien également ce que disait Nora Hamadi, que certains d'entre vous connaissent peut-être, qui récemment, en présentant son livre qui vient de sortir, nous disait, je trouve, une phrase qui est extrêmement intéressante, définissant la périphérie, elle disait que la périphérie, c'est le centre de ceux qui n'y sont pas. Et révélant ainsi que derrière cette question des identités, il y a la question des ancrages. Et le quartier sur lequel plusieurs d'entre vous travaillent, est un lieu emblématique finalement à soigner, à préserver, parce que finalement, il est aussi souvent le dernier lieu, notamment dans ce qui a été dit de cette ville financière, de cette métropole financière, le dernier lieu finalement de socialisation, d'acculturation et de lien social. Voilà. Donc ça me semble extrêmement intéressant qu'on soit vraiment attentif et je pense à autre chose. Donc j'ai eu la chance de travailler avec une des étudiantes ici présentes sur un projet emblématique qui fait écho à ce qui a été dit sur Saint-Ouen, donc un quartier emblématique du Grand Paris qui est industriel, qui était la plaine Saint-Denis, où Hippodamos, par exemple, et le projet urbain pensaient à la fois, dans les années 90, le politique, le social et l'environnemental. Parce que cette question sociale aujourd'hui, on l'a dit, elle est toujours politique. Mais aujourd'hui, elle est environnementale. Voilà. Donc, et puis pour répondre sur la question du couple de l'urbanisme et de la politique, ce qui est extrêmement intéressant à chaque fois quand on s'intéresse au projet urbain, c'est de voir souvent les affinités tissées entre l'urbaniste et le maire. Voilà. Mais bon, ça c'est une autre histoire, je ne vais pas dérouler ici plein d'expériences. On en parlera d'ailleurs si ça vous intéresse prochainement, grâce notamment à Christine Lévrier ici présente, le 13 octobre, pour une journée d'études sur la politique de la ville, l'histoire de la politique de la ville en Seine-Saint-Denis. Voilà, je fais ma petite pub. Oui, je vais répondre sur l'anarchie organisée, mais d'abord je voulais juste dire une citation et après vous en ferez ce que vous voulez sur l'urbanisme et les politiques, qui était aussi le sujet des recherches d'habitation des Joël, donc il pourra aussi répondre. Mais il y a un urbaniste italien qui dit l'urbanisme est un acte politique techniquement assisté. Et donc j'aime bien cette citation, ça laisse réfléchir, ça fait penser un peu de quel côté ça penche, ça tire, et de toute façon cette relation-là, elle est structurelle, et vous allez vous débrouiller avec ça tout au long de votre carrière. Donc voilà. Sur l'anarchie organisée, oui, en fait, l'anarchie organisée est un concept qui vient des sociologues des années 70. Donc c'est des sociologues qui essayaient de décrire comment fonctionnaient les universités en constatant que les universités étaient souvent très difficilement compréhensibles du point de vue de leur organisation. Vous êtes étudiant depuis 3 ans, peut-être que vous avez vu ça. Et les points de départ de ces travaux, c'est de dire, très souvent, les décisions, elles ne sont pas rationnelles, elles ne sont pas hiérarchiques, elles ne sont pas séquentielles. On n'a pas une décision qui suit un diagnostic clairement posé. Or, c'est un peu l'inverse de ce qu'on vous raconte de l'urbanisme et l'aménagement. On fait un diagnostic,
Et après, on prend une décision rationnelle, éclairée, basée sur un diagnostic clairement posé. Enfin, très souvent, ça ne se passe pas comme ça. Et donc tous ces travaux-là, il y a tout des courants entiers de la sociologie qui cherchent à rendre compte, ok, quand ça ne se passe pas comme ça, comment ça se passe? Et les anarchies organisées sont une façon de décrire ça, qui nous semblait en fait être une façon intéressante un peu pour jouer autour de cette complexité de la région parisienne. On en a parlé jusqu'à maintenant, il y a beaucoup d'acteurs, beaucoup d'institutions, beaucoup de niveaux de gouvernement, beaucoup d'intérêts politiques, pas forcément coordonnés, très souvent qui ne sont pas d'accord entre eux, et donc ça, si on reprend Cohen, Marshall, Sen, qui sont les sociologues qui ont posé l'anarchie organisée, ben ça c'est une anarchie organisée. Beaucoup d'organisations, pas très coordonnées, des objectifs flous et des groupes mouvants, beaucoup de conflits. Et des objectifs communs pas très clairement définis. Et ça nous semblait une manière intéressante de penser la région parisienne. Mais l'effet que ça soit très compliqué, un peu bordélique, etc., ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des capacités d'action à l'intérieur de ces systèmes-là. Donc penser la métropole parisienne, dans les termes qu'on a essayé de poser dans ces livres, c'était de tenir ensemble ces deux choses. D'une part, plein d'organisations qui coexistent, il n'y a pas de pilote unique. La métropole du Grand Paris, on en a parlé, telle qu'elle a été créée au milieu de la décennie dernière, ben, elle a des pouvoirs relativement limités. Ce n'est pas l'État tout seul qui gouverne la métropole parisienne, donc il y a plein d'organisations. Mais en même temps, il y a plein de choses qui se passent. Il y a des projets majeurs, comme les Grand Paris Express, qui ont été décidés et mis en œuvre. Alors la question, c'est comment et pour qui et avec quels effets. Donc tenir ensemble ces deux choses-là. Des systèmes avec plein d'organisations et des objectifs un peu flous, et puis dedans, dans ces systèmes-là, il y a quand même des capacités d'action qui sont très fortes, qui s'organisent, ou même des résistances. On a parlé des maires, ben, les maires ils font aussi veto, donc ça fonctionne toujours dans les deux sens. Et donc penser ça au niveau de la métropole, avec plein de chapitres qui portent sur des cas différents. Oui, moi je vais répondre sur le rôle politique de l'urbanisme. Je suis sûr que je ne suis pas le seul à pouvoir répondre à ça, mais il se trouve que c'est un des sujets centraux. Et pour aller vite, moi ce que j'observe, c'est une très grande imbrication entre le technique et le politique dans l'urbanisme, que ce soit au niveau des acteurs, des actions, des organisations et puis la manière dont se transforme concrètement la ville. Alors vous y serez confrontés nécessairement dans votre travail, tous à des degrés forcément divers. Vous verrez que des fois des sujets qui vous semblaient très basiquement techniques, que vous deviez arbitrer vous-même, vont être à un moment devenir politiques, les élus vont s'en saisir, ça va transformer la manière dont la décision va se prendre. Et le contenu de la décision, voilà, c'est des mouvements qui sont vraiment classiques et qui sont le quotidien de l'urbanisme. Peut-être deux autres éléments de réponse aussi, qui d'abord, vous serez confrontés à la sphère politique, quelle qu'elle soit, quelles que soient les transformations à venir de la sphère politique dont parlait Bernard tout à l'heure. Vous serez aussi, vous, en tant que professionnel, voilà, il y a la politique, telle que vous l'entendez dans les médias, mais il y a le politique qui est un fait social. Et vous pouvez avoir vous-même en tant que professionnel, en tant que technicien, en tant que critique, dans votre manière de vous positionner, des formes d'engagement politique. C'est très fréquent en urbanisme, chez les personnels des collectivités. Alors, voilà, il faut dire, oui, on est là pour mettre en œuvre la décision politique, certes, mais de fait, les uns et les autres, et je pense que à cette table ronde, on a une très bonne illustration de ça, en tant que professionnel, en tant que technicien, vous pouvez prendre des positions qui sont aussi des formes d'engagement sur le Grand Paris, sur la manière dont on conçoit le métier, et qui sont importantes. Voilà. Et on vous engage à penser à ça, on vous engage à ça. Et puis dernier point, aussi pour aller dans ce sens-là, que
le politique, c'est pas juste la politique au sens du conflit entre les parties. Dès lors que l'on intervient sur l'espace, sur la transformation d'un quartier, il y a des questions conflictuelles, tout le monde ne veut pas la même chose, forcément on ne peut pas tout avoir. Il y a des questions aussi d'imaginer l'avenir, ça aussi c'est le ressort du politique. La régulation des conflits, la régulation des accords, ça c'est, où qu'elle soit, ça renvoie aux politiques. Et puis à la constitution des coalitions pour porter l'action, pour engager un projet, ça aussi c'est du politique et des fois ça passe beaucoup par le technique. Juste par rapport à ça, c'est aussi pas seulement un point de vue, mais un parcours personnel. Moi j'ai fait mes études d'architecture et d'urbanisme dans les années 70-80, dans un contexte où on peut dire l'irruption des sciences sociales dans ces domaines. La première chose qu'ils nous ont appris, c'est que l'architecture, l'urbanisme, le paysage ne sont pas neutres. Pas seulement neutres parce qu'on travaille pour des politiques, c'est pas seulement ça, mais y compris parce que toute question technique, qui a une dimension technique, la densité, le logement, la mobilité, sont des questions politiques. Et c'est important parce que dans notre travail professionnel, moi je suis urbaniste, architecte, j'interviens, etc., faites attention à cela parce que du coup, sinon, on est dans un face-à-face avec les habitants. Donc il y a un savoir constitué qui sait ce que c'est que la densité, et puis après, quand on discute avec les habitants, eux, voilà. Donc, et le politique, il est là à la fois en mobilisant ce savoir, en l'instrumentalisant quelquefois, etc. Mais c'est pas ça, c'est de bien comprendre que la question du choix de densité est une question citoyenne. C'est une question politique dans ce sens-là. C'est pas seul. Il y a une dimension technique de savoir pour l'informer, mais après, ça devient des décisions citoyennes. Et cet élément-là, il est extrêmement important parce que ça rejoint la question de la métropole, etc. Pas seulement en termes de politique au sens institutionnel, parti politique, organisé, etc., mais au sens de quelle maîtrise ont les citoyens de leur destin et de leur existence au quotidien. Voilà, donc c'est effectivement quelque chose de profondément politique au sens le plus noble, à la fois co-décider ensemble, parce que vous n'êtes pas seulement des habitants, vous êtes des cohabitants. On est toujours cohabitants, avec d'autres qui ne pensent pas la même chose, pas les mêmes désirs, pas la même problématique de vie, etc. Et donc, nous, on y apporte notre lot, le petit lot, avec quelquefois des arbitrages des politiques, mais c'est effectivement quelque chose de profondément politique. Bon, moi, je vais avoir une parole de technicien administrateur. Donc, je vais donner juste deux pistes. Bon, moi, je suis à la fin de mon exercice professionnel, si vous voulez, donc, et en même temps, j'essaie de me projeter un peu sur les utopies. Donc, les utopies, vous les vivrez, je pense, quand vous serez sur les exercices, où on vous parlera des codes, code de l'urbanisme, code de l'environnement, code de la construction. Juste pour vous donner une piste et vous montrer en quoi c'est politique, c'est qu'il y a manifestement un profond décalage entre le code de l'urbanisme, qui naît en France avec la loi, le règlement national d'urbanisme dans les années 45, avec les permis de construire, avant ça s'appelait les permis de voirie en fait, et le code de l'environnement qui est plus récent. Le code de l'environnement, il traite, et vous en entendez parler, c'est très présent dans votre enseignement, des biens communs. La qualité de l'air, la qualité de l'eau, l'importance des sols, l'importance de la qualité des sols, donc le cycle de la vie dans l'aménagement des territoires. Tout ceci se passe aujourd'hui dans le cadre d'un état de droit. C'est-à-dire, vous aurez compris que je suis un peu militant, c'est-à-dire depuis que j'ai plus de devoir de l'hiver, en fait, je passe mon temps plutôt dans des associations que dans les partis politiques. Je ne suis pas organisé. Mais que dans beaucoup de discussions sur des questions d'aménagement, quand même ces dernières années, dans un état de droit, les questions d'environnement l'ont emporté sur les questions d'urbanisme, si je puis dire, quelque part. Le code de l'urbanisme, c'est le droit des sols. Le droit des sols, c'est aussi le droit de propriété. Donc voilà une piste, à mon avis, qui, elle, est de l'ordre
je dirais, très politique et presque constitutionnelle, parce que ces choses-là sont votées dans les chambres. Et de ce point de vue, si vous voulez, quand vous regarderez un peu l'histoire des grandes lois, vous comprendrez que ces lois qui sont les outils derrière lesquels les maires, qui sont le premier magistrat de la ville, quand même, c'est-à-dire quand il signe le permis de construire, il le fait en conformité avec les codes, normalement, il a une responsabilité, influe énormément sur ce que l'on fait des territoires. Le deuxième exemple que je veux donner, et j'en terminerai par là, si vous voulez, c'est ce que je considère comme, de la même façon que je crois que la question du Petit Paris est une question un peu archaïque dans ses formes, et bien que la question d'identité est extrêmement pertinente, je crois, si vous voulez, avec toutes les transformations en cours, notamment sur les transports, que le vrai Paris n'est plus le Petit Paris. Moi, je le vis avec mes enfants, qui habitent plus Paris, de la façon qui pratique. C'est-à-dire que sur les 15, 20, 30 ans qui viennent, il y aura un beau Paris historique, magnifique, etc. Mais ça ne sera pas ça. Enfin, d'ailleurs, vu de l'étranger, la région parisienne, Paris, c'est pas que Paris. Et j'en reviens à une question que je trouve essentielle, c'est l'échelle du plan. Bon. Quand vous regardez les documents d'urbanisme jusqu'à une période récente, les feuillets qui vous montrent le plan sont pour 5 millième. En Allemagne, en Suisse, en Italie, c'est au 2 millième. C'est pas neutre. La ville de Paris vient d'adopter son plan local d'urbanisme au 2 millième. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a 77 000 parcelles à Paris. Parcelles, c'est-à-dire des entités au sens de quand j'achète un terrain, le cadastre me donne et je sais au regard du règlement ce qu'il y a sur ce terrain, ce que je dois faire sur ce terrain. Donc ces 77 000 parcelles sont, que l'on soit d'accord ou pas avec les orientations de la mairie de Paris en termes généraux d'urbanisme, elles sont toutes quasiment fichées, c'est-à-dire qu'on peut connaître leur avenir au regard d'un règlement général. Vous quittez Paris, même à l'échelle de Paris et des 3 départements voisins qui sont les 800 km² dont je vous parlais et qui constituent aujourd'hui grosso modo le territoire de la métropole, et ça je l'ai vécu même professionnellement, on est au 5 millième. Le 5 millième donne un flou tel sur la nature des sols, la propriété réelle des sols, et le pouvoir notamment, enfin je suis un peu direct parce que je l'ai vu à Clichy, je l'ai vu parce que je reste quand même un petit peu actif sur l'évolution, qu'on peut très bien jouer de ces flous qui sont en fait un délit de démocratie. C'est-à-dire que si vous n'avez pas le plan de votre propriété, moi je ne suis pas un défenseur absolu de votre propriété, à la bonne échelle sur le document d'urbanisme, qui est l'arme de la guerre, même quand vous allez faire des études, vous allez tout de suite demander à avoir un plan, quoi. Où sont les rues, où sont les parcelles, où sont les trucs, les équipements publics, etc. Et bien, cette seule fonction-là, si vous voulez, je trouve qu'elle aussi est archaïque. Et rien que le fait de demander qu'à cette échelle-là, tous les plans de Paris, des 3 arrondissements et des 3 départements voisins, voire au-delà, c'est-à-dire des territoires urbanisés, soient au 2 millième, c'est une exigence essentielle. Et pourquoi ce n'est pas réalisé? Parce que le cadastre n'est pas à jour. Ça raconte quand même beaucoup de choses. J'ai bien suivi le SCOT de la métropole et la façon dont ça a été travaillé. Ça serait intéressant d'ailleurs que des gens vous fassent un exposé. Parce que c'est le premier plan à une autre échelle un peu plus importante qui abordait de fait, qui obligeait les maires à se mettre autour d'un plan et dire bah, finalement c'est quoi notre cohérence territoriale. Alors c'était la première fois que ça se passait. Donc la politique passe aussi par ce travail dans lequel les rôles des techniciens que vous êtes, que ce soit dans un engagement local ou dans une réflexion professionnelle, dans des jeux d'acteurs qui passent quand même par des débats politiques au sens noble du terme au regard de l'institution, sont également, je pense, très importants. Merci. Alors, c'était, je pense que vous serez d'accord, extrêmement intéressant. Il y a beaucoup de sujets qu'on avait prévu d'aborder, on n'a pas vraiment eu le temps, mais vous allez avoir toute l'année pour les aborder, notamment, enfin, on l'a évoqué, la question de ce qu'il y a au-delà des frontières de la métropole du Grand Paris, à l'échelle des processus métropolitains. Je suis bien placée pour en parler puisque je travaille
à l'Institut Paris Région, qui est une agence d'URBA qui est très largement financée par la région Île-de-France. Alors Bernard évoquait la superficie, c'est plus de 12 millions d'habitants, c'est aussi une institution qui pèse dans le jeu d'acteurs. Et puis au-delà, quand on regarde les processus métropolitains, il y a aussi ce qui se passe au-delà de la région d'Île-de-France, dans les départements limitrophes, ce que dans notre langage on appelle les franges, vers l'Oise, voilà, et même à l'échelle du bassin parisien, et de villes, petites ou moyennes, dans lesquelles il y a des travailleurs qui viennent, des gens qui viennent travailler sur Paris ou qui repartent. Enfin, bon, tous ces échanges-là, on n'a pas trop eu le temps d'en parler. Donc, voilà, c'est aussi une question absolument majeure. Et puis un tout dernier petit mot sur la question technique politique, bien la définition que tu donnais, Francesca. À l'Institut Paris Région, évidemment, on sait, on est tous d'accord, l'urbanisme c'est éminemment politique, c'est absolument évident. Quand vous faites un plan, quand vous faites un schéma directeur de la région Île-de-France qui maintenant s'appelle environnement, on est impliqué dans des décisions politiques, mais il y a 1000 manières d'être urbaniste et le rapport avec le politique varie aussi selon les positions. Et un petit mot pour dire qu'à l'Institut Paris Région, on est à la fois proche et éloigné du politique parce que les questions, ça c'est plus un point de vue personnel, les questions techniques, voire même peut-être technocratiques, il y a certain technocratisme de l'urbanisme, vous verrez c'est très complexe, pèsent de plus en plus et tendent à effacer ou faire comme si les décisions étaient purement des décisions techniques et n'étaient pas des décisions politiques. Donc n'oubliez jamais qu'il y a du politique derrière les décisions d'urbanisme. Voilà, merci beaucoup à vous quatre, merci à vous. Je propose que...